Bien, bonjour à tous. Très heureux de vous avoir. On va, Franck, peut-être, on va désactiver le diaporama, comme ça on pourra discuter. Absolument. On peut... Voilà, on sera tous les deux. Parfait. Voilà, il Bonjour, est bonjour à 17 tous. heures. Voilà, il est 17h01. Vous êtes encore plus nombreux à vous connecter aujourd'hui. Plus de 1000 inscrits, déjà plus de 500 connexions. Déjà une semaine depuis notre premier webinar, ça passe tellement vite. Déjà 3 semaines aussi, depuis presque 3 semaines, depuis le confinement. Des moments très particuliers que nous vivons tous. Une situation que vous connaissez, que nous connaissons tous très bien, enfin que nous connaissons autant que faire se peut. Juste un petit mot, on voit beaucoup de choses passer sur la toile, on voit beaucoup de critiques aussi sur tout ce qui se fait. Juste un avis personnel, je pense vraiment que c'est le moment de l'union et de la solidarité. Et je pense qu'il y aura des comptes par la suite, mais notre situation est tellement complexe, tellement difficile à contrôler que je pense qu'il est important que nous restions tous unis. Et je pense qu'aussi il y a beaucoup de signes de solidarité, beaucoup de cabinets de chirurgie, de fournisseurs ont donné tout le matériel disposable euh, que nous avions. Et voilà, et je pense que c'est la moindre des choses que nous puissions faire en signe de solidarité. Et je pense que ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de le faire, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires ont un manque énorme de De matériel matériel, oui. jetable, voilà, de surblouses, de masques, voilà. Donc tout ce que vous avez peut vraiment être utile. Et puis quand on reprendra l'activité, je pense qu'on aura toujours le temps de se réapprovisionner. Voilà, donc la semaine dernière, je vous rappelle qu'on a commencé notre webinaire sur la gestion des secteurs postérieurs maxillaires. C'était la première partie. Donc, donc, on a décidé avec Franck d'alterner. Aujourd'hui, ce sera le secteur antérieur. Et chaque partie sera donc divisée en trois gros chapitres. Donc la semaine prochaine, je continuerai le deuxième chapitre sur le secteur postérieur maxillaire. Et la semaine suivante, ce sera au tour de Franck de continuer de faire la deuxième partie de sa présentation d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, nous avons programmé 6 webinaires au total, jusqu'à peu près fin avril, début mai. Puis après, en fonction de la situation sanitaire, nous prendrons les décisions ensemble pour voir comment continuer cette aventure que nous avons commencée. Voilà, donc la semaine dernière, on était connectés d'un peu partout, essentiellement les pays francophones, partout en France, évidemment, du nord au sud, les dom-toms, beaucoup d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays du Golfe aussi, l'Afrique, euh, toute l'Afrique, enfin plusieurs pays africains, la Suisse, la Belgique, le Canada, et sans doute que j'oublie certaines zones de connexion. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous noter dans vos petits commentaires votre lieu de connexion. Ça sera, comment on peut conserver tout l'historique. Ce serait sympa un peu de retrouver tout ça. Et voilà, donc je ne tarde plus. Je vais laisser la parole à mon ami Franck qui va vous parler de la gestion des tissus mous dans le secteur antérieur. Franck, à toi la parole. Merci, merci Adi. Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer ce qu'on avait démarré la semaine dernière, effectivement. Alors, pensez à poser vos questions. On va répondre au fil de l'eau aux questions. Adi prendra la main au bout d'un moment et il posera des questions que vous envoyez sur le fil. Et comme ça sera quelque chose d'animé comme on l'a fait la semaine dernière. Donc, on va démarrer. On va partager la présentation. Voilà. C'est parti.
Donc, on va parler aujourd'hui de la gestion de l'architecture des tissus mous dans le secteur antérieur. Vous savez que c'est un de mes dadas. Et donc, on va avancer en trois séminaires. Alors, ça, ce sont nos têtes. Quand on aura fini le confinement, on aura pris un bon coup de vieux, tu vois. Bravo. On avait des vieillis. Ça, c'est ce qu'on avait fait Alors, pour les 15 ans l'année ouais. dernière, donc Oh. avec nos têtes de vieux. Donc, on sait à quoi on ressemblera quand on aura 15 ans de plus. Oh. J'espère qu'on On est sortira là. avant quand même, hein. Bien. Donc, on va commencer par la compréhension de la biologie et l'impact sur l'esthétique. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on on fait des implants, on va travailler sur une crête qui est cicatrisée ou encore dentée, mais en tout cas, on va devoir recréer ou conserver une architecture des tissus mous. Et ça, c'est primordial d'avoir ça comme objectif dès le départ. Pourquoi? Parce que les patients veulent une restauration de leur fonction, mais il faut aussi restaurer l'harmonie des tissus dentaires et puis, bien sûr, des tissus roses de toute la partie gingivale. Donc, comme vous le voyez ici, eh bien, cette harmonie des tissus mous, elle passe par la forme des papilles, la taille des papilles, elle passe par la position des collets, elle passe par un rythme qui est bien décrit dans un grand nombre d'ouvrages et qui permet, lorsqu'on regarde une bouche en plein sourire, d'avoir l'impression que c'est harmonieux et que c'est esthétique et que c'est plaisant à regarder. Et ça doit être un impératif de traitement. Quand on démarre un traitement implantaire dans le secteur antérieur, il faut immédiatement penser à ce qu'on va obtenir comme résultat d'un point de vue esthétique. Alors, pourquoi a-t-on besoin de ça? Parce qu'en fait, très peu de patients ne montrent pas leur tissu mou. Seulement 10 patients au sourire ne montrent pas leur gencive et 90% des patients vont découvrir au minimum leur papille. Et sur ces 90%, la moitié va même découvrir au niveau de la gencive marginale. Et ça, c'est absolument primordial d'avoir ça en tête. Il faut bien discuter avec le patient, le faire sourire, regarder quelles sont ses mimiques pour définir ensuite eh bien, quel type de traitement on va pouvoir réaliser et on va voir ensemble quelles sont les options. Alors, on a des critères d'analyse pour ça. On va regarder les tissus. Les tissus, on va d'abord voir ce qu'il y a de plus euh, visible, donc les deux papilles, mésiales, distales. Puis ensuite, on va voir la partie qui est au niveau cervical, avec le collet, la position du collet, la forme du collet. Et ensuite, on regardera tout ce qui est au-delà du collet et qui va donner cet aspect de tissu naturel, comme s'il y avait une racine sous la gencive qui soit en place. Alors, ce critère a été repris par Ursbeser aussi, avec une note sur 10 au lieu d'une note sur 14. Je vais passer rapidement là-dessus, mais on reviendra sur cet aspect-là pour une publication qu'on a faite ensemble avec Adi. Alors, bien évidemment, en implantologie, on a deux options. Eh bien, on a l'option gencive naturelle, tissu mou naturel, émergence naturelle des tissus, et puis on a l'option changement de prothèse, et puis on va réaliser en fait les tissus mous sur la partie prothétique. Et c'est souvent plus facile pour nous de faire comme ça. Et donc, c'est un des paramètres qu'on doit avoir en tête aussi. Alors, pourquoi on parle d'esthétique? Parce que d'esthétique en implantologie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échecs et de complications dans ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur facile à traiter. Quand on regarde les publications sur l'aspect facilité des traitements, eh bien, c'est là que les traitements sont les plus difficiles. Ça, c'est un cas que je vous montrerai. Ça, je fais un teasing pour dans 15 jours. Je vous montrerai comment on a récupéré ce cas. Voilà un cas qui a une douzaine d'années, qui a été traité correctement dans les standards de l'époque. Et puis voilà, cette patiente arrive au cabinet, elle change de région, elle déménage, et avec son sourire, que vous verrez dans 15 jours, eh bien, elle dégage ces deux incisives latérales avec cet aspect grisâtre qu'on voit en dessous. Donc, il y a des complications, petites complications esthétiques, grosses complications esthétiques. Ça, c'est un cas qui a été reconstruit, une patiente qui m'a été adressée aussi dans cet état, parce que la patiente n'est pas satisfaite de son esthétique.
et on peut la comprendre. Et ça, c'est un cas, c'est pas un cas d'implantation immédiate, c'est un cas d'implantation différée avec de nombreuses greffes pour essayer de récupérer la situation avec un résultat final qui est celui-là. On voit ici le sourire altéré de cette jeune patiente, comme vous pouvez le deviner, avec la forme des dents, et en vue occlusale avec tous les tissus qui ont été rapportés. Elle a subi 5 interventions chirurgicales pour en arriver à ce résultat-là. Alors, ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est-à-dire quand on se lance dans des traitements antérieurs esthétiques, il faut être capable de rattraper les bêtises qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que des échecs, on en a tous, et je vous montrerai mes échecs. Je vous montrerai des échecs et comment on les a récupérés. Voilà par exemple un cas aussi qui est arrivé au cabinet, patiente qui a eu un traitement avec deux greffes, et puis voilà dans quel état elle arrive. Il reste un petit implant au fond, il y a une tentative d'augmentation de tissu, et le résultat, c'est un déficit vertical et horizontal considérable. Voilà, ça, ce sont des échecs personnels. Donc, tout le monde a des échecs, tout le monde a des cas qui ne fonctionnent pas bien. La seule chose qui soit importante, c'est d'être capable d'évaluer quel type de risque on prend au niveau chirurgical, quel type de résultat on va obtenir si jamais ça ne fonctionne pas, et comment on va pouvoir gérer ces complications de manière à ce que, au final le traitement soit réussi. Voilà une patiente aussi qui m'a été adressée parce qu'elle se plaignait du résultat de son traitement. C'est une patiente qui a investi dans une réhabilitation assez importante. Et comme vous le voyez ici, eh bien, la 21, un collet qui est beaucoup plus apical que les dents adjacentes, et puis aussi un puits-de-vissage très vestibulaire. Et quand vous regardez la 3D qui est sur le côté, vous voyez que l'axe de l'implant, c'est un cas d'extraction-implantation immédiate qui a été fait avec un axe qui n'était pas compatible avec un bon résultat esthétique dans ce cas-là. Et quand on regarde la dent contralatérale, on comprend bien ce qu'a cherché le praticien, eh c'est de mettre l'implant là où il y avait de l'os sans penser forcément à la gestion des tissus mous et au futur de la cicatrisation. Et si on avait eu la possibilité de bouger cet implant ou de le mettre dans une position différente dès le départ, eh bien, il aurait fallu l'anguler de 15 degrés. Donc, une angulation de 15 degrés compromet complètement le résultat, et donc il faut absolument faire attention à ça. Voilà notre patient qui arrive avec, là aussi, vous voyez, extraction, implantation immédiate dans une situation esthétique, sourire gingival. Voilà le résultat, voilà le sourire de ce patient après, avec un axe prothétique et un axe chirurgical qui sont complètement décalés, avec plus de 45 degrés, et un résultat qui va entraîner la dépose de l'implant, la récupération des volumes, pour ensuite remettre un implant et une dent dans de bonnes conditions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on intervient dans le secteur esthétique, si on intervient dans le secteur antérieur, il faut absolument choisir la bonne technique et puis maîtriser ces techniques avant de faire le traitement. Alors, on a des stratégies différentes, comme vous le savez. On a deux situations quand on a une dent à extraire. Soit on va mettre un implant immédiatement, soit on va attendre, on va différer. Donc, ce petit tableau, cette classification qui permet de bien fixer les choses. Le type 1, c'est quand vous mettez l'implant immédiatement. Un type 2, c'est quand vous attendez la cicatrisation des tissus mous. Le type 3, c'est si vous attendez la cicatrisation osseuse partielle. Et un type 4, c'est quand tout est parfaitement cicatrisé. Donc, deux possibilités, site cicatrisé ou extraction. Et les sites d'extraction peuvent être transférés en site cicatrisé. En tout cas, dans tous les cas, on va devoir gérer les tissus mous et l'os. On va ensuite avoir à faire des temporisations et des restaurations finales. Mais les interventions chirurgicales n'ont rien à voir qu'on fasse une intervention d'implantation immédiate ou une implantation différée. Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une extraction? Quand il y a une extraction dentaire, eh bien, on se retrouve avec cette perte tissulaire au niveau de la zone d'extraction, perte horizontale qui peut aller jusqu'à la moitié
du volume osseux, on le sait, à 6 mois, après, avec l'étude de Schropp. Et puis, une perte des papilles verticalement. Pourquoi? Parce que la couronne ayant disparu, eh bien, il n'y a plus cette espèce de soutien latéral qui permet au tissu de se maintenir en place. Et donc, on se retrouve avec une morphologie tissulaire qui est complètement détruite après l'extraction. Quand on regarde au niveau biologique, ça, c'est la cicatrisation d'une crête osseuse d'une zone, d'une alvéole d'extraction sans comblement. Si on regarde bien, eh bien, on va avoir une perte dans la partie vestibulaire, beaucoup plus dans la partie palatine, alors que si on fait un comblement osseux avec un substitut osseux, on va se retrouver avec un volume qui va être plus important. On n'aura pas le volume initial, que ce soit bien clair, on n'aura jamais le volume initial, mais on aura un volume plus important. Si vous mettez un implant immédiatement sans faire de comblement osseux, eh bien vous allez vous retrouver dans le même type de cicatrisation que si vous faisiez l'extraction et que vous laissiez cicatriser. En revanche, avec cette forme comme ça de la crête, en revanche, si vous faites un comblement osseux en vestibulaire de l'implant, que vous laissez suffisamment de volume en vestibulaire de l'implant, vous allez vous retrouver dans la même situation, dans exactement la même situation que si vous aviez fait un comblement tout seul, excepté qu'il y aura un implant au milieu. C'est l'intérêt de faire un comblement. Et puis, on a une autre option. Cette autre option qui est une option qui a maintenant 10 ans, qui est la proposition de faire un socket shield, c'est-à-dire de maintenir un petit morceau de racine qui va lui-même maintenir la partie de l'os vestibulaire qui va permettre la conservation de l'architecture des tissus. Dernier petit point un peu de littérature pour bien mettre les choses en place. Le biotype, ce qu'on appelle le biotype, le phénotype, enfin, il y a plusieurs dénominations, mais si on parle de biotype, c'est pour parler de cette épaisseur, vous voyez avec ce petit compas qui est ici, l'épaisseur qui existe après l'extraction. Donc, vous enlevez votre dent et il vous reste une épaisseur de gencive. Eh bien, cette épaisseur de tissu mou, elle est d'1 millimètre en moyenne. Elle est d'1 millimètre en moyenne. Quand on a un biotype fin, ce qu'on appelle un biotype fin, on a entre 0,5 et 1 millimètre. Et si c'est au-dessus d'1 millimètre, on dit qu'on a un biotype épais. Alors, pourquoi ça? C'est parce que avec cette étude de Nozawa, on s'aperçoit que cette muqueuse extrêmement fine le long d'un pilier implantaire ne va pas rester. Elle ne va pas rester, elle va se résorber, elle va s'apicaliser, et c'est pour ça que lorsque vous laissez une gencive trop fine en vestibulaire des implants, même si c'est une muqueuse kératinisée, eh bien, vous allez vous retrouver avec une récession, c'est-à-dire une perte verticale des tissus. Donc, ça, c'est pour la partie biologique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense qu'on peut continuer. Je ne t'entends pas, Adi. Ça y est, tu dois m'entendre maintenant. Oui, je On peut t'entends. peut-être, voilà, il y a des questions qui vont venir par la suite. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as montré des cas avec des cas d'échec, notamment de correction, enfin d'implants trop vestibulés ou d'éruption passive, etc. Et donc, tu as parlé de dépose d'implants. Est-ce que ça t'arrive de corriger des problèmes esthétiques sans avoir à déposer les implants ou l'implant? Oui. Dans certains cas, on arrive à récupérer, mais ça dépend du cas. Par exemple, le premier cas que je vous ai montré, celui où on voyait les racines, on voyait l'implant par transparence au niveau de la gencive, cet aspect grisâtre, il a été traité sans déposer les implants. Ce cas-là a été traité sans déposer. Donc, c'est tout à fait envisageable de traiter sans déposer les implants. Il faut qu'il n'y ait pas d'infection, donc pas de pathologie. Il ne faut pas qu'il y ait de perte osseuse trop importante. Voilà, ça dépend des cas de figure. Ok, il y a une question sur le socket shield, sur l'ostéo-intégration. Ouais, ok. Il y a une question sur l'ostéo-intégration dans le cadre du socket shield. Tu vas en parler après?
Oui, 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 on va en parler après puisque je vais montrer la technique. Hein, ça fera partie des qu'on verra. Ok. Euh, une question Sinon, on peut encore continuer concernant. si tu veux. Oui. On parlera Alors peut-être juste plus une. sur les cas cliniques. Oui. Oui. Ok. Concernant le PES, donc effectivement, donc cette évaluation esthétique, etc. Donc tu penses qu'elle est utile d'un point de vue clinique ou c'est essentiellement pour faire des études comme celles qu'on a faites ensemble? Je pense qu'elle est indispensable d'un point de vue clinique. C'est-à-dire que Ok. pour Donc un tu l'utilises. praticien, Voilà. je pense qu'il faut l'utiliser. Il faut s'obliger à analyser le site antérieur quand vous devez faire un traitement antérieur, que ce soit pour des implants ou pas pour des implants d'ailleurs. Il se trouve qu'on l'applique à l'implantologie parce qu'il vient de l'implantologie, mais cette analyse des tissus mous avant de démarrer un traitement, elle est absolument indispensable, et a fortiori en implantologie, puisqu'on sait que c'est là que c'est le plus difficile. Est-ce que tu vas parler quand est-ce qu'on implante, on diffère et quand est-ce qu'on fait en immédiat? Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et on Oui, s'excuse d'avance si on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'on on ne peut pas on répondre. consacre. Voilà, on fait au mieux parce Oui. qu'il faut aussi qu'on puisse se montrer la présentation de Franck. Apparemment, bon, j'ai un message comme quoi ta connexion plante. Si j'ai ce message à nouveau, peut-être qu'il va falloir passer en 4G, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Ok. Ok. Alors peut-être si on a le temps à la fin, on pourra parler de la correction effectivement de ces cas esthétiques parce qu'il y a eu. Bon, ça marche bien. Allez, on continue. Allez, je te laisse On y va? avancer. Allez, on Ok, partage. C'est merci. parti. Donc, on va parler du timing parce que, en fait, la question, c'est est-ce qu'on fait un implant différé ou est-ce qu'on fait un implant immédiat? Et quelle va être la limite de l'indication? Hein, on est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas si le sondage a été fait. On a fait le sondage pour savoir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, pour l'implantation différée, donc on va parler d'implant unitaire pour commencer. Bien sûr, on a le jour de l'extraction, donc c'est la première intervention. Cette première intervention, elle se fait sans comblement. Donc, on ne fait un comblement le jour de l'extraction que si c'est un site que l'on va traiter d'une manière très différée, d'accord, à long terme, au-delà de 6 mois. Sinon, ce n'est pas utile de faire de comblement le jour de l'extraction. Ou alors, on va faire un comblement si jamais le patient n'est pas décidé encore, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. Il ne sait pas s'il va faire un implant ou autre chose. Et de toute façon, le comblement peut vous aider aussi si vous réalisez un bridge traditionnel parce qu'il va vous permettre de garder les tissus. Ensuite, dans ce cas-là, il y aura eu une prothèse provisoire amovible. La deuxième intervention chirurgicale, c'est la pose de l'implant avec une régénération osseuse guidée. Puis ensuite, un travail au niveau des tissus mous avec un palatal island flap, le dérivé du lambeau de Tinti, qui permet d'augmenter les tissus en vestibulaire associés à une greffe conjonctive, et puis une technique de rouleau. Une couronne provisoire, l'empreinte et la couronne définitive. Et vous voyez qu'on arrive sur des durées de traitement qui sont considérables. C'est-à-dire qu'on arrive au minimum à 1 an de traitement pour ce type d'indication. Donc, la première chirurgie, c'est l'extraction. La deuxième, c'est la mise en place de l'implant avec l'AROG. La troisième intervention, c'est l'intervention sur les tissus mous pour avoir du volume. Et ensuite, la mise en forme des tissus mous au moment de dégager l'implant. Donc, ça, c'est le chemin traditionnel, on va dire, qui permet de faire une implantation différée de manière tout à fait sécure. Vous voyez ici l'évolution du volume vestibulaire et au niveau cervical de cette zone qui a été traitée et implantée. Et donc, on s'aperçoit que ça nécessite quand même 4 interventions. 4 interventions opposées à l'extraction-implantation immédiate qui ne fait qu'une intervention. Donc, il va bien falloir savoir si on fait une implantation immédiate ou une implantation différente. Alors, ensuite, on a des cas un peu plus complexes où on a des pertes osseuses plus importantes. On va devoir utiliser des membranes non résorbables ou des grilles. Après, il y a différentes techniques pour reconstruire au niveau osseux. Donc, première intervention chirurgicale, c'est l'extraction, mais qui a été faite généralement il y a longtemps. Ensuite, la régénération osseuse guidée, la mise d'un implant avec une greffe conjonctive, de nouveau un palatal island flap, un rouleau,
couronne provisoire, empreinte, couronne finale. On est entre 1 an et 1 an et demi. On est sur 5 interventions, puisque la première, c'est l'extraction. Donc, ce patient, pour une dent, va subir sur 1 an et demi, 1 an à 1 an et demi, 5 interventions chirurgicales pour arriver à un bon résultat. Alors, c'est vrai qu'on peut obtenir de très bons résultats en faisant ça, mais il ne faut pas penser que c'est un chemin tranquille, que c'est quelque chose de facile. Ce sont des cas très délicats. La manipulation des augmentations osseuses dans le secteur esthétique est quelque chose qui est très, très, très difficile à obtenir. Et donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire ça uniquement si on sait le faire dans ce secteur. En tout cas, il faut s'entraîner ailleurs. Alors, quel est le risque si on va faire une implantation immédiate? Pourquoi? Parce que si on a bien conscience qu'en une intervention, on va gérer beaucoup de paramètres, eh bien, il y a un risque. Le risque, c'est de perdre l'implant. Ça, c'est un cas personnel avec un patient voilà, qui arrive avec son implant qui bouge. Et donc, on retire. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une intervention chirurgicale et cette intervention chirurgicale, ça revient à faire une intervention d'extraction un peu plus longue peut-être. Et si vous assumez la partie financière de reprendre le traitement, pour le patient, c'est quasiment transparent. Donc, il faut bien avoir en tête, si on se place du point de vue du patient, que pour le patient, il a eu son extraction. Bien sûr, ce jour-là, vous avez placé un implant, ça n'a pas marché, mais ça reste le jour de l'extraction. Alors, on va se servir de classification pour analyser différentes situations. L'historique, d'abord. L'historique de l'implantation immédiate. Alors, celle qu'on retrouve, c'est celle de Schulte avec l'implant Tübingen, qui était un implant en alumine. Puis, lorsqu'on va à partir de l'implantologie qu'on va appeler moderne, c'est Lazzara en 89 qui a proposé en premier cette notion d'implantation immédiate. Et puis, il y a eu de plus en plus de publications jusqu'à ce qu'on ait un protocole qui a été proposé avec un case report par Joseph Kahn en 2005, qui était de faire une extraction, implantation, temporisation immédiate dans la même séance avec la greffe du gap vestibulaire et l'association d'une greffe conjonctive dans le même temps opératoire. Donc, est-ce qu'on peut poser quelques questions Ah oui, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il serait bon de lancer le sondage. On vous rappelle qu'on vous a adressé un mail avec une possibilité de répondre à quelques questions et sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite, s'il vous plaît? Il faut sortir, je pense, du partage d'écran. Et le temps qu'il le fasse, j'ai quelques questions. Est-ce qu'il y a un intérêt, Franck, de l'extraction implantation immédiate, un intérêt biologique, mis à part gagner un nombre de séances et plus d'efficacité pour le patient, etc. L'intérêt, il se fait au niveau de la préservation de l'architecture des tissus, puisqu'on parle d'architecture des tissus mous. Lorsque vous faites une extraction implantation immédiate, vous allez extraire la dent et vous allez ensuite placer l'implant et éventuellement une couronne provisoire avec la morphologie des tissus mous. Donc, ça veut dire qu'il faut que la morphologie des tissus mous soit favorable au départ. C'est un des facteurs de décision. C'est le fait qu'on ait des volumes au niveau des tissus mous qui soient harmonieux avec les autres tissus mous du secteur antérieur. Okay. Très bien. Donc là, vous avez le sondage qui s'est affiché. Voilà. Ça. Absolument. Vous avez 4 questions auxquelles il faut répondre et une fois que vous aurez répondu aux 4 questions, donc il y a une réponse par question, il faut juste appuyer sur soumettre et puis comme ça on aura vos réponses. Entre-temps, on peut continuer les questions. Alors, dans le cas de l'implant perdu, pourquoi l'implant était si long? Il était long parce que quand on fait une implantation immédiate, il faut avoir une stabilité primaire qui soit suffisante. Donc, classiquement, dans la littérature, on retrouve un minimum de 20 newtons centimètres. Je pense que ça dépend de la morphologie de l'implant. C'est-à-dire que 20 newtons centimètres, c'est un couple de vissage. Donc, selon la morphologie de l'implant, vous pouvez avoir 20 newtons centimètres, mais vous pouvez avoir besoin de 30 newtons centimètres aussi avec certains implants qui sont moins rétentifs que
que d'autres. Donc, ça rejoint une autre question. Est-ce que tu favorises un certain type d'implant? Alors, je préfère des implants au minimum avec un apex conique, c'est-à-dire une partie de l'implant qui soit conique, justement pour obtenir au niveau apical cet aspect de blocage qui va nous donner une bonne fixation primaire. Donc, c'est après que le corps de l'implant soit cylindrique ou qu'il ait une grande vis ou qu'il esquive, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'on puisse, au niveau de l'os, avoir un aspect conique au départ pour bien bloquer l'implant dans la bonne position. Ok, il y a une question intéressante concernant donc un participant qui a assisté à une conférence de Joseph Kahn au symposium de Corté en mai, et Ouais. donc il constatait des résorptions systématiquement au niveau des extractions à implantation immédiate, une résorption des tissus durs dans le temps. Et donc malgré les différents types de comblements osseux, etc. La question, ne penses-tu pas que quelle que soit la situation considérée comme réussie, il faudra réintervenir un jour ou l'autre pour regreffer les tissus mous? Et si c'est le cas, est-ce que l'implant est finalement une bonne indication dans ce genre de situation? Ou disons, est-ce que c'est Alors, l'indication de première intention? voilà, donc si on parle de l'indication pour un édentement dans le secteur antérieur, on a fait euh, notre workshop là-dessus en septembre. Les techniques collées sont bien évidemment, par exemple dans les cas d'agénésie, pour des incisives latérales, les techniques collées avec les single wing pontiques, c'est bien évidemment une indication. Les techniques collées sont une indication. Maintenant, je pense que quand on remplace une incisive centrale, je pense que quand on remplace une canine, je pense que les techniques collées sont beaucoup moins indiquées. Bon, malgré les travaux de Mathias Kern, qui a de très bons résultats au niveau des incisives centrales aussi. Ça dépendra de l'occlusion, ça dépendra d'un certain nombre de facteurs. Voilà. Donc, il faut peser les avantages et les inconvénients, un bénéfice-risque, comme toujours dans nos métiers, pour savoir ce qu'on va utiliser comme technique. Et la deuxième partie de la question, c'était… C'était, est-ce que c'est une indication? Est-ce qu'il faut regreffer? Donc, parce qu'il dit qu'il faut, enfin, je sais pas, Écoute, nous on a vu dans l'étude qu'on a faite, on n'a pas trouvé de. moi franchement, j'utilise cette technique d'implantation immédiate depuis 2002 maintenant. Je crois que le premier cas qu'on a fait, c'est en 2002, donc il y a 18 ans. Bien évidemment, malheureusement, on ne voit pas tous les patients, donc il y a des patients qu'on rate, mais en tout cas, dans ceux qu'on suit, il y a très peu de problèmes. Je trouve qu'il y a très peu de problèmes de volume de tissu. Ce qu'on peut noter, c'est une égression des dents naturelles, alors que l'implant reste en place. Donc ça peut arriver. Hein, donc ça peut amener certaines nécessités de correction dans quelques très rares cas, parce qu'il ne faut pas non plus penser que c'est un truc catastrophique. C'est extrêmement rare qu'on ait besoin de corriger. Et puis, je vous rappelle que les techniques de chirurgie mucogingivale sont applicables aussi au niveau des implants. Si on a besoin de faire un lambeau déplacé coronairement et augmenter les tissus vestibulaires avec une petite greffe conjonctive, ça fonctionne très bien au niveau des implants, que ce soit en De toute tunnel ou… façon, ouais, de toute façon, on sait bien qu'on va avoir une résorption post-extractionnelle, et c'est essentiellement le comblement et la greffe conjonctive que l'on va faire. Ne Ils sont là penses-tu pour ça. pas que c'est le type de greffe conjonctive qui va jouer un rôle? C'est-à-dire, si on prélève un conjonctif qui est très adipeux, sans doute qu'il Ouais. aura moins de stabilité qu'un conjonctif qui est plus, C'est ça, plus c'est ça. dense et C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir un conjonctif dense qu'on va prélever soit superficiellement, soit au niveau de la tubérosité, pour éviter les couches profondes au niveau du palais qui sont plus adipeuses et qui ont une résorption plus importante. Ça, ce sont des choses qui sont peut-être un peu récentes. Donc peut-être que sur certains cas anciens, on peut avoir des greffons qui ont été moins stables dans le temps. Mais si on a vraiment bien greffé avec un bon volume au départ, on observe une très grande stabilité des tissus. Et je n'ai pas du tout cet avis-là. Alors ok. oui, tu l'as parce que je vous montrerai un cas, pardon, ça me fait penser en même temps à autre chose, je vous montrerai un cas qui avait été posé il y a une quinzaine d'années par Davar Panna, à l'époque où
les implants étaient posés très en vestibulaire, ce que prônait Tarnaud, qui disait il faut mettre l'implant le plus gros possible dans l'alvéole, le poser en vestibulaire, c'est ça qui va tenir l'os, hein, c'était son truc. Et ça a entraîné des catastrophes. Alors ça, effectivement, c'était vraiment complètement… C'était une erreur majeure. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui faisaient de l'implantologie vissée, déjà à l'époque, on n'avait pas cette habitude-là. C'est-à-dire que moi j'ai démarré avec l'implantologie vissée et donc on mettait systématiquement les implants en palatin. On mettait les implants en palatin et donc on continuait. Moi, j'ai continué toujours de mettre les implants en palatin. Je n'ai jamais cherché à mettre les implants en vestibulaire. Et donc, en mettant les implants en palatin, on n'avait pas ces problèmes-là parce que le gap, on avait suffisamment de volume pour le greffer, on avait suffisamment de volume pour greffer un bon conjonctif. Mais c'est sûr que si vous mettiez déjà l'implant en vestibulaire, il restait une peau de chagrin pour faire vos aménagements tissulaires, forcément, ça se termine avec des récessions et des résultats esthétiques mauvais. J'ai beaucoup de questions, mais je vais peut-être te laisser avancer. Ce serait quand même bien qu'il oui. puisse regarder tes… On continuera dans 15 jours. Hein, tes merveilles. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Voilà, donc, on va continuer, on va passer ça. Donc, la publication de Joseph Kahn. Il y a un certain nombre de résultats où on a montré qu'il fallait greffer à la fois le conjonctif. Voilà, donc ça, c'est la classification des lianes. Cette classification a une utilité, c'est-à-dire qu'elle nous permet de bien comprendre ce qui va se jouer au niveau des tissus. Hein, vous voyez que vous pouvez avoir une perte tissulaire vestibulaire qui se situe à l'apex, dans le type 2B, ou une perte tissulaire qui peut se situer au niveau cervical, hein, une perte osseuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas de récession, mais vous avez une perte osseuse à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, donc ce sont des choix qui sont très différents en termes d'intervention chirurgicale. Donc, dans un cas, vous allez placer l'implant plus profondément, vous allez jouer sur les tissus mous, vous allez greffer beaucoup plus les tissus mous. Et dans un autre cas, vous allez placer l'implant beaucoup plus coronairement. Et c'est ce que vous voyez dans le 2A. Donc, entre le 2B et le 2A, il y a vraiment une différence dans l'approche chirurgicale. Bien évidemment, le type 3 que vous voyez, c'est un implant qui va… c'est un site où on ne va pas pouvoir faire d'implantation immédiate, hein, parce qu'il y a une récession beaucoup trop importante. J'aimerais aussi qu'on s'imagine sur cette vue de Halchard, qui a été publiée en 2018, c'est cette vue 3D qui vous montre aussi ce que c'est qu'une alvéole qui va être implantée. Alors, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, si vous regardez la partie gauche, c'est très horizontal. Et en fait, il nous manque l'épique osseux. Mais si vous regardez celle du milieu, vous avez la perte osseuse vestibulaire qui peut être liée, par exemple, là, on peut supposer qu'il y a une fracture de la racine. Hein, c'est un début de fracture. Et puis, on peut supposer que la troisième vue, c'est une fracture qui s'est étendue et le patient a laissé traîner et tout le monde a laissé traîner la situation. Et donc, on a perdu tout cet os vestibulaire. Néanmoins, vous apercevez bien qu'il y a beaucoup d'os en proximal. C'est-à-dire qu'en fait, il ne manque que cette partie d'os très fin en vestibulaire qui, de toute façon, va disparaître et va se résorber au moment de l'implantation. Alors, je vous propose aussi cette classification de Jod Ballis qui a été publiée en 2008 et qui reprend, vraiment, je vous conseille d'essayer de la récupérer sur Internet ou dans vos journaux professionnels. En fait, cette classification, elle vous permet de voir quels sont les critères de risque, et c'est tout à fait juste. Ça analyse au niveau des tissus mous et au niveau de l'os, au niveau quantitatif et qualitatif, quels sont les risques qu'on prend au niveau d'une implantation immédiate. Hein, donc ça, c'est vraiment une classification. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va passer aussi au cas clinique. Un point important, c'est l'implantation site infecté et non infecté. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, il y a maintenant beaucoup de publications sur ce sujet.
Il y a une méta-analyse avec une revue systématique de la littérature qui a montré qu'on pouvait, s'il y avait une bonne désinfection du site, faire une implantation immédiate sans risque, avec les mêmes résultats que dans des sites non infectés. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est une crainte qu'on a légitimement. Il est bien clair qu'on ne va pas placer un corps inerte dans une zone infectée. Alors, ça demande une prémédication ainsi qu'un nettoyage très attentif, et c'est ce qui est noté dans les conclusions de cette publication, pour pouvoir ensuite placer l'implant. L'autre paramètre, c'est la modification des tissus à moyen terme, 2 à 5 ans. Eh bien, les tissus sont maintenus à moyen et long terme. Là aussi, c'est une analyse qui a été faite sur 2 à 5 ans qui montre que les résultats sont stables. C'est ce qu'on a montré aussi dans notre article, ADI, sur une série consécutive de cas, et on en parlera tout à l'heure. Alors, implant immédiat, donc premier cas, on est dans un type tout à fait favorable. Gencive type 1, os type 1, on est vraiment super favorable. On a un bel os vestibulaire, on a une gencive qui est tout à fait saine, on a même un collet du fait de la fracture et du déport de la dent coronairement, on a un collet qui est plus favorablement placé. En revanche, on a des papilles qui sont assez longues, mais présentes. Donc, on est dans une situation favorable. Chez un jeune adulte, comme ça, on peut se poser la question de faire une technique collée, bien évidemment, et aussi celle de faire un implant. Faire l'extraction et faire une implantation différée va compromettre considérablement l'architecture des tissus. Et étant donné que c'est un patient qui a un sourire relativement large, eh bien, ça va nous obliger à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 à 5 interventions chirurgicales pour avoir le traitement. Donc, est-ce que vous pensez qu'on doit faire subir aux patients 4 à 5 interventions chirurgicales avec un risque à chaque intervention de ne pas faire exactement le bon geste, parce que ça aussi, c'est un paramètre important, ou est-ce qu'on fait en une intervention l'ensemble des choses parce qu'on a pu préserver l'architecture des tissus? Donc, en une séance, eh bien, on va faire l'extraction, l'implant, le comblement osseux et la greffe de tissu mou, couronne provisoire, empreinte, couronne finale, et en 6 mois, le cas est terminé au plus tard. Positionnement de l'implant, c'est extrêmement important, on en a parlé tout à l'heure. L'implant doit être placé en palatin. Vous voyez ici le gap qui a été greffé en vestibulaire de l'implant entre l'os vestibulaire qui reste et l'implant. Ça, c'est une 3D qui a été prise juste après l'implantation. Le positionnement de l'implant verticalement et dans les 3 sens de l'espace est extrêmement important. Donc, placer l'implant en palatin, c'est extrêmement important, c'est primordial pour avoir un bon résultat esthétique. Et donc, bien évidemment, de ce fait, ça contre-indique les implants de gros diamètre. Donc, au niveau chirurgical, une extraction la plus atraumatique possible. Donc, pour moi, c'est l'utilisation du davier qui me donne les choses les plus atraumatiques, sans toucher les tissus mous avec le davier, bien évidemment. Et ensuite, avec des instruments, si on a besoin de couper la racine, on va couper la racine, mais très souvent, on n'a pas besoin de la couper. Et on s'appuie uniquement sur l'os palatin pour pouvoir mobiliser les débris et les bouts de racine qui vont rester. Ensuite, la technique, donc un forage qui va se faire de vestibulaire en palatin. On commence à mettre en place l'implant de vestibulaire en palatin, et une fois qu'on a engagé la PEC sur 2-3 mm au niveau du forage, on va redresser l'implant, quel que soit l'implant. D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est cet implant-là ou cette forme d'implant, ça se fait avec tous les implants, de manière ensuite à le coller à l'os palatin. Et vous voyez ce gap qui est très important, et il faut ces 3 mm ici pour avoir suffisamment d'espace pour pouvoir ensuite avoir ces tissus qui vont être le substitut osseux plus la greffe conjonctive qui vont être stables dans le temps s'ils sont suffisamment épais. On va donc combler le gap vestibulaire
avec de l'hydroxyapatite et un greffon conjonctif qu'on va faire plus ou moins étendu en fonction du volume qu'on a à récupérer. Donc ça, on s'adapte à différentes situations cliniques. On le verra sur d'autres cas. La couronne provisoire, qui va être, dans ce cas-là, on va récupérer la couronne du patient. Alors, ce qui est très bien pour le patient et pour nous, parce qu'on a un bon résultat esthétique à la fin de l'intervention, c'est moins bien pour le prothésiste, évidemment, parce qu'à la fin, il se retrouve à devoir copier une dent qui est une dent naturelle. La morphologie du provisoire, avec les concavités, vous laissez la place au niveau des tissus, c'est extrêmement important. À la fin de l'intervention, on met en place cette dent provisoire. Donc, vous voyez cette couronne. En fait, vous voyez dans cette photo du centre, on va mettre l'implant au niveau du cingulum de la dent. Au niveau du cingulum de la dent, ce qui va nous permettre d'avoir, une semaine après, vous voyez la cicatrisation, on va retirer simplement les points de suture en vestibulaire et tout va cicatriser à l'intérieur. Donc ça, c'est la planification implantaire, le résultat post-op, avec la dent qui est collée provisoirement. À 4 mois, le patient revient, donc avec cette couronne provisoire transvissée qui a été connectée à un cylindre en titane. On retire la dent provisoire et on va maintenant enregistrer. On va enregistrer ce volume. Vous voyez la taille de l'implant et vous voyez ce qui a été récupéré comme volume en vestibulaire de manière à avoir des tissus qui sont stables dans le temps. Pour l'empreinte, eh bien, vous avez, donc là, on est en technique classique. On peut le faire avec des techniques numériques. Il n'y a aucun problème. Hein, chacun fait comme il préfère. Ensuite, en fait, on va enregistrer la morphologie de la couronne provisoire pour avoir un transfert qui soit anatomique. Donc, sinon, vous pouvez très bien enregistrer la forme de votre provisoire avec votre caméra d'empreinte et la transférer aussi au laboratoire. Et par superposition, il va pouvoir récupérer le bon volume. Là, on met en place le transfert. Et au laboratoire, ils ont toutes les informations pour pouvoir réaliser la couronne provisoire, la couronne d'usage. Cette couronne qui va être une couronne transvissée avec une stratification de la porcelaine sur la zircone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant et qui fonctionne parfaitement bien. Hein, depuis nombreuses années maintenant, c'est tout à fait maintenant admis. Au départ, beaucoup de gens ont eu du mal à passer à ça, mais c'est tout à fait admis maintenant. Donc vous voyez ici le résultat esthétique avec cette couronne en céramique. Ici, c'est un travail de Jean-Pierre Cazu, meilleur ouvrier de France, qui est à Nice, que je salue s'il nous écoute, Jean-Pierre. Voilà, la radio. Au niveau du Peak Aesthetic Score, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un très bon résultat. Pourquoi? On a simplement préservé l'existant. Donc, si l'existant est valable, il vaut mieux éviter de détruire ça pour le reconstruire. C'est très compliqué à reconstruire, donc on va préserver ça. Donc là, on est 2 ans et demi après. Et c'est intéressant de voir l'évolution des tissus au niveau cervical. Et on va par comparaison, vous allez le voir ici, par comparaison, eh bien on voit qu'il y a une modification du volume osseux en vestibulaire. Et c'est pour ça, ça justifie l'utilisation de la greffe conjonctive qui va compenser cette résorption que vous pouvez avoir en vestibulaire au niveau osseux. Et c'est donc d'autant plus important de placer votre implant en palatin. Avec le résultat final. Donc, Adi, si tu as des questions déjà sur Oui, il y a énormément de questions. Alors, on va sortir, si tu peux, du partage d'écran. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si, Maya, tu peux nous remettre les résultats du sondage que j'avais vu tout à l'heure sur mon écran, mais qui n'y sont. Ah, voilà. Donc, on va voir ensemble les résultats du sondage. Donc, est-ce que vous pratiquez l'implantation immédiate dans le secteur antérieur? Donc, vous êtes la moitié qui répondiez parfois.
donc autour de 16% jamais, souvent pour un bon tiers et toujours pour 3%. Voilà, donc on a quand même voilà, une grande Mhm. majorité, on va dire, qui pratique l'extraction à plantation immédiate. Ensuite, est-ce que vous faites des provisoires immédiates? Donc, c'est moins fréquent puisque, enfin, il y a quand même une grande partie qui le font, mais On est à peu voilà, près moitié-moitié, hein. voilà. Entre Disons jamais, parfois, parfois, par voilà, rapport à souvent, toujours, ouais, on est ouais, moitié-moitié. Ouais, c'est ça. absolument. Ah, c'est Ensuite, le intéressant. conjonctif enfui, là aussi, on est à peu près moitié-moitié. Donc, Moitié-moitié. voilà, donc entre souvent et toujours et jamais et parfois. Et enfin, les comblements osseux, donc si c'est systématique, plus pour presque la moitié, et on va dire un tiers qui le fait jamais ou de temps en temps. Mhm. Voilà, hein, bon, intéressant. Très intéressant. Alors, très rapidement, alors, si tu peux faire juste des réponses courtes si possible, parce que il y a vraiment Réponse courte. beaucoup de questions. Ouais. Ouais, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Je te fais Alors, court. à quel niveau tu mets ton implant dans les cas d'extraction à potation immédiate? Il y a plusieurs questions dans ce sens. 4 millimètres apicalement à la gencive marginale. Est-ce que tu Entre utilises un 3 guide et 4 millimètres, chirurgical? Ok. Est-ce que tu utilises un guide chirurgical? mais c'est pas bien. Ok. J'en ai beaucoup utilisé. Ok. J'en ai beaucoup utilisé et j'en utilise très rarement maintenant. J'ai fait la logique guidée, voilà, mais je ne m'en sers pas. Quelles sont les contre-indications pour toi pour les extractions à potation immédiate dans les secteurs antérieurs? Pour moi, la contre-indication majeure, c'est une, une architecture des tissus mous qui est trop loin de l'architecture équilibrée avec les autres dents, c'est-à-dire une récession supérieure à 2 millimètres par rapport aux dents adjacentes. Euh, Au-delà de 2-3 millimètres, c'est un maximum pour pouvoir récupérer le niveau des tissus mous, et je vous montrerai tout à l'heure, récupérer le niveau des tissus mous, même en extraction de plantation immédiate. Je n'ai pas de limite avec l'os. C'est-à-dire que C'est plus même la s'il y a gencive. un, Voilà. c'est plus la gencive. C'est-à-dire que s'il y a un manque osseux, la vraie contre-indication pour moi, c'est l'épaisseur vestibulo-palatine. En fait, plus vous avez d'épaisseur vestibulo-palatine, plus vous allez pouvoir mettre l'implant dans l'enveloppe osseuse, et plus il va être entouré d'os. D'accord? Donc, avec une Si jamais on a récession, on une va très, dire, de 3 millimètres ou plus, tu vas différer l'implantation. En une gros, récession de 3 millimètres ou plus, en tout cas, je vais faire différemment. C'est-à-dire que je vais modifier les tissus mous peut-être avant de faire l'implantation immédiate. donc tu peux toujours rester dans l'extraction à implantation immédiate malgré des récessions importantes et malgré des déhiscences osseuses importantes. On va voir ça sans doute Dans les dans cas les cas suivants, oui. à venir. Voilà. Oui. Plutôt bon level, tissu level. Bon, je pense la Plutôt question bonne level bon dans ce level. genre Ok. de situation. Ok. Mais il y en a qui se débrouillent très bien avec des tissus level, hein. Oui, sans doute peut-être un peu plus difficile, mais C'est voilà, c'est un peu plus difficile à gérer le en termes de diamètre des copinage. implants, tu es plutôt dans les petits diamètres pour Oui, remplacer les oui, centrales. Ok, presque oui. systématique. Maximum 4,3 pour une centrale. Ok. Très souvent 3,75. Voilà, entre 3,75 et 4,3, on se promène autour de 4. En tout Et cas, pas au-delà. pour, pour coller la dent naturelle aux composants en titane, tu n'as pas de difficulté particulière? Ou tu peux nous Non, donner une petite astuce en fait, je vais faire un etching sur la dent naturelle. On va enlever toute la partie de dentine qui est à l'intérieur, on va creuser, ce qui est un moment délicat pour ne pas fracturer la dent. Mais on va creuser, on va ensuite faire un etching, bonding, et on va coller ça à la résine qui elle-même est attachée au cylindre provisoire. ok. Et tu penses que la réaction des tissus mous, elle est peut-être plus favorable quand on arrive à utiliser une dent naturelle? J'ai vu de problème avec rien. En fait, si les tissus mous sont en contact avec une surface extrêmement lisse, et C'est donc l'état de surface. c'est l'état de surface qui fait la qualité de la réaction des tissus mous. Hein, ça a bien Il y a été eu beaucoup de, montré, ça y est. ouais.
il y a eu beaucoup de questions sur le greffon conjonctif. Est-ce que tu le systématises et comment on n'a pas Oui. très bien vu comment peut-être tu le fixes. Tu peux nous dire ça en 2 mots? Alors, peut-être qu'on le verra mieux sur le cas suivant, mais en fait, en D'accord, ok. fonction du défaut, on va prendre un greffon plus ou moins étendu. Donc, on va créer une poche en vestibulaire, hein, un tunnel en vestibulaire plus ou moins étendu. Et ensuite, on va envoyer un fil de suture, on va récupérer le greffon. On pourra peut-être montrer ça, peut-être, je dois avoir des vidéos là-dessus Ok, dans les prochaines séances. ok, très bien. On va lancer occlusion de la provisoire immédiate. Ni statique, ni dynamique Ok. de la provisoire. Oui, Et absolument. tu Ça, privilégies toujours c'est dans le primordial. secteur. Ok. Tu privilégies toujours les céramo-céramiques dans le Occlusion, secteur. faire très attention à l'occlusion, et puis des consignes. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit, excuse-moi. Tu privilégies toujours les céramo-céramiques dans les secteurs antérieurs, j'imagine. Une Oui, question oui, là-dessus. Ok, ouais, d'accord. ouais. Si tu veux Zircone, lancer, oui. ouais. Zircone, donc pour la partie prothétique, donc on utilise des zircones. On utilise maintenant de plus en plus tout ce qui est full zircone, hein, avec des cutbacks uniquement en vestibulaire, ce qui permet d'avoir une structure beaucoup plus épaisse et solide au niveau palatin et très peu de céramique de stratification en fait en vestibulaire. Et on Il y a arrive à avoir des résultats qui sont très esthétiques avec ça. il y a un type de zircone particulier que tu privilégies? C'est une zircone qui est translucide, qui est teintée, qui parfois est avec un gradient de teinte aussi. Il y a plusieurs fabricants, c'est Katana Ok. qui fabrique plusieurs marques ou d'autres. Mais voilà, ce sont ces nouvelles zircones qui nous donnent des résultats qui sont esthétiquement très valables avec Oui. une bonne solidité. Peut-être plus pour le secteur antérieur, puisqu'elles ont, Oui, au niveau biomécanique, elles sont un peu moins un peu solides. moins solides. Euh, Maintenant, comme elles sont plus, il y a très peu de céramique, elles sont très volumineuses. En fait, la partie zircone elle-même est suffisamment volumineuse pour être solide. Donc, c'est vraiment une bonne option. C'est ce qui est utilisé maintenant Allez, dans très bien. beaucoup de cas. Allez, on te Allez, on y va, laisse. c'est parti. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Allez, Non, 5 bonnes non, minutes et puis on va conclure. et on conclut. Parfait. Voilà. Bien, donc on a terminé ce cas. Alors, les 10 clés c'est Levin qui a publié ça en 2017. On avait j'avais fait un article notamment dans l'information dentaire là-dessus il y a de nombreuses années. En fait, il faut commencer par l'analyse du risque esthétique. Hein, donc ça, on l'a vu au départ. Comprendre la biologie, maîtrise des techniques chirurgicales et prothétiques, le positionnement 3D de l'implant, l'utilisation d'implants plutôt étroits, la greffe du câble vestibulaire, la greffe conjonctive vestibulaire, la création d'un profil d'émergence, l'empreinte avec un transfert individualisé et une prothèse transvissée. Donc ça, ce sont maintenant des standards qui ont été acceptés voilà, comme étant la bonne pratique pour ce genre de technique avec cette publication de 2017. Ça, c'est la publication qu'on a faite ensemble sur 39 patients avec un Pink Aesthetic Score avant et après, donc minimum 1 an après, jusqu'à 4 ans. Et le taux, le Pink Aesthetic Score était amélioré après l'implantation immédiate. Hein. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a pu lire, notamment dans la première partie des années 2000, notamment avec les publications de Shen, de Evans, etc., qui mettaient en cause, et Buser, qui mettaient en cause l'implantation immédiate, je crois que on fait la preuve maintenant qu'on peut faire une extraction d'implantation immédiate avec un excellent résultat esthétique et prédictible surtout. Prédictible, hein, puisque ça, c'est une série de cas, puisqu'on a pris les cas les uns à la suite des autres sans avoir de sélection. Alors, autre cas clinique, un cas clinique qui m'a été adressé par Tidou Mankou, qui est à Londres, une patiente qui est venue à Cannes, qui a déménagé ici. Et voilà le type de problème qu'elle a. C'est-à-dire, si on regarde la ligne décollée, on s'aperçoit qu'on a déjà une petite récession ici. On a une récession à cet endroit-là.
Il y a eu plusieurs tentatives de traitement d'apicalisation, etc. D'avexfication, pardon. On a ici sur la 3D, alors la grosse difficulté de ce genre de cas, c'est la faible épaisseur de la crête. C'est cet os qui est peu large de vestibulaire à palatin. Donc là, puisqu'on a à peu près 6,4 mm, ce qui nous, ou 6,9, enfin, moins de 7 mm en tout cas, ce qui nous laisse, une fois que l'implant est positionné, là c'est un implant de 3,5 mm de diamètre, ce qui laisse en vestibulaire au niveau des tissus mous et de l'os simplement 3,7 mm. Donc il faut vraiment caler votre implant en palatin. Un cas comme ça, si on met l'implant trop en vestibulaire, ça va se terminer par une catastrophe esthétique. Donc, une seule intervention, extraction, implant, comblement osseux, greffe conjonctive, couronne provisoire, empreinte, couronne finale. À 6 mois, c'est terminé. La première intervention, donc vous voyez ici que le greffon conjonctif qui a été mis en place est un greffon conjonctif beaucoup plus étendu. Vous voyez que j'ai surcontouré le volume sur la photo du milieu et on va suturer au niveau apical, au niveau médian et au niveau proximal ce greffon conjonctif. Vous voyez la cicatrisation à 1 semaine au moment des retraits de suture. Regardez déjà comme le niveau de la gencive est en train de se modifier. Donc évidemment, on sous-contourne la prothèse au niveau cervical pour favoriser cette prolifération des tissus. Et au moment de l'empreinte, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez aussi la forme de la couronne provisoire, hein, cette forme qui laisse du volume pour les tissus mous. Donc ça, c'est très important. Et je dis ça aussi pour les jeunes dentistes qui démarrent en implantologie, etc. Il y a vraiment des principes auxquels il ne faut pas déroger pour avoir ce type de résultat. Et ça en fait partie, c'est-à-dire que laisser la place au tissu. L'implant, vous voyez, est tout petit par rapport à la crête. Hein, et tout ce qu'il y a autour, eh bien, ce sont des tissus qui sont vivants. Voilà, en gros plan. On note des petits grains de substituts osseux qui restent comme ça. Alors, vous les enlevez avant de visser la couronne définitive. Hein, c'est mieux plutôt que de laisser ça traîner. Mais vous en aurez de temps en temps qui remontent. Voilà, le résultat esthétique. Vous voyez la ligne décollée qui a été parfaitement bien retrouvée. On a un bon volume des tissus mous, des papilles qui sont bien en place. Là aussi, c'est un travail de Jean-Pierre Cazu. Alors, ce type de prothèse, c'est très compliqué à réaliser. Hein. C'est très compliqué pour les prothésistes. Il faut des super prothésistes. Et même pour des super prothésistes, c'est compliqué, hein, parce que ça se voit énormément. En plus, ça grandit comme ça, bien évidemment, c'est une catastrophe pour eux. Mais les patients le voient de toute façon. Hein, et donc, il faut vraiment prendre le temps. Très souvent, on fait 2, 3, 4, 5 essayages pour ce type de dents. Il faut bien en avoir conscience. Même avec des prothésistes de très grand talent, ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour avoir ça, à moins d'avoir un coup de bol direct, ce qui arrive malheureusement très rarement. Voilà, peut-être qu'on conclut et puis qu'on continuera la prochaine. Absolument. Voilà, la prochaine c'est celle-là. Voilà, la prochaine c'est celle-là. On continuera la semaine prochaine. La semaine d'après. La semaine d'après. Oui, la semaine prochaine, c'est pas qu'on continue. Non, mais je veux bien que tu continues. Moi, je suis dans une bonne position. Chacun son tour. On peut sortir, s'il te plaît, du diaporama. On y va. Allez, on sort. Voilà. Bon, alors, beaucoup de questions. Alors, malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout. Peut-être comme tout à l'heure, je vais faire passer 3-4 questions rapidement, puis on conclut si tu veux bien. Il y a des questions qui sont revenues assez souvent par rapport aux différés, notamment par rapport aux études de Buser, tu sais, l'école suisse qui est plus pour l'implantation différée. Donc, en finalité, je ne suis pas sûr que le message de départ est arrivé parce qu'ils disent que les questions, en fin de compte, la résorption va avoir lieu et on arrive au même résultat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on peut faire d'implantation immédiate? Alors, moi, je pense que si je suis patient, je préfère avoir une seule intervention chirurgicale
plutôt que 3 ou 4 ou 5. Et je préfère avoir une technique qui, en post-opératoire, a moins de suite et avec un résultat qui est plus prédictible dans des mains qui savent le faire, bien évidemment. Vous avez vu des cas, je vous ai montré des cas de catastrophes. Le secteur antérieur, c'est un secteur où on ne s'aventure que si on a l'habitude, bien évidemment. Mais c'est tout à fait prédictible. Pour moi, c'est plus facile de faire une implantation immédiate que de récupérer un cas avec des pertes osseuses. Et tu as cette expérience aussi avec ton travail que tu fais sur les greffes osseuses en permanence. C'est beaucoup plus simple de faire une implantation immédiate, d'avoir un bon résultat avec une implantation immédiate que d'avoir un bon résultat avec les greffes osseuses. Alors, il y a beaucoup de questions en cas de perte osseuse, en cas de déhiscence. On ne va pas pouvoir répondre à ces questions aujourd'hui puisque dans les séminaires, dans les webinaires suivants, il y Oui, aura on en parlera. des cas cliniques. Franck va parler Oui. en détail de tous ces cas-là. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur la désinfection du site d'extraction en cas d'infection aiguë ou pas. C'est important. Tu peux nous dire en quelques mots quel est ton protocole de désinfection? Le protocole, d'abord, c'est une antibiothérapie. Donc, dans la littérature, elle est de 48 heures avant, minimum. Donc, vous faites entre 2 et 4 jours. Moi, je prescris 4 jours avant, 5 jours après. D'accord? Donc, c'est le protocole que j'utilise systématiquement. Je sais que ce n'est pas très bien d'utiliser les antibiotiques, mais en tout cas, quand on en a besoin, il faut savoir les utiliser et ce n'est pas la peine d'en donner trop peu. Autant faire le travail correctement. Ensuite, une désinfection locale avec irrigation et fraisage, donc avec des fraises de diamètre différents, fraises surtaillées avec de la bétadine, tout simplement. Toujours en flapless? Tâche manuelle. Toujours en flapless, oui. La ligne du sourire, quand elle est haute, ce n'est pas une contre-indication pour toi? Au contraire. Okay. Et l'ancrage nasal, pas de problème particulier? Non. Ok. La muqueuse nasale est très épaisse. Hein. La muqueuse nasale est très épaisse. Pour ceux qui ont déjà flirté avec ça, ça pose aucun problème. Bien évidemment, je ne peux pas rentrer d'un demi-centimètre dans le… Et pourquoi pas réaliser une définitive de suite ou dans la semaine? Parce qu'on n'a pas la stabilité des tissus mous, qu'on ne peut pas mettre la dent en occlusion, donc on ne peut pas faire de prothèse définitive. Ok. Les implants zircones, peut-être dernière question, et on te laisse conclure. J'ai une expérience extrêmement limitée. J'ai une expérience avec ça, mais qui est très limitée, donc ça serait anecdotique et ce n'est pas la peine que j'en parle. Mais je n'ai pas d'avis négatif là-dessus, si ce n'est les systèmes prothétiques qui sont gros, voilà, et qui sont… On n'a pas d'implant de petit diamètre d'ailleurs encore, Voilà. sauf en monobloc. Sauf les monoblocs. Je pense. Sauf les voilà, monoblocs. Ce qui est plus compliqué. Voilà, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur visser scellé aussi, donc peut-être rapidement pourquoi oui, pas on le scellé. on reviendra là-dessus, bien sûr. On reviendra là-dessus. Ok, bon, je te laisse conclure. Visser, oui. Non, on va vous libérer. C'était une session. Donc, on démarre cette session sur l'esthétique. On reprendra ça dans 15 jours. Voilà. Réfléchissez bien à vos questions pour la prochaine fois. On parlera d'implantation différée. On parlera de cas de récupération de gros volumes ou de choses comme ça dans des dentements partiels. Mais en tout cas, c'est vrai que en tout cas, ma position de praticien qui a une certaine expérience, c'est que maintenant, vraiment, c'est très rare de faire des implantations différées dans le secteur esthétique. Très, très rare pour moi. Voilà. Ok. Donc, laisse conclure. Rendez-vous. La conclusion des cas magnifiques. Merci Franck de partager avec nous ton expérience, d'avoir bien posé le problème au niveau biologique au départ, de nous avoir montré cette classification et surtout, je pense, d'avoir aussi ouvert des solutions, enfin, en tout cas, l'espoir de pouvoir traiter des cas encore plus avancés et ce qui nous donne envie de voir la suite dans 2 semaines. On va voir la suite après. Voilà. Ouais. Donc, mais la semaine prochaine, c'est toi. Hein. La semaine prochaine, on avance sur les sinus. Hein. Voilà, on avance sur les sinus, on continue. On va avoir plein de cas cliniques. Absolument.
Donc, Ok, rendez-vous super. vendredi prochain à 17 h, toujours de la même façon. Vous recevrez les informations par mail et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Franck. Bon courage à vous. À la semaine prochaine. À la semaine La semaine prochaine. prochaine. Et portez-vous bien d'ici là. Ouais. Ciao, ciao.